C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Média TV Afrique dans le cadre de votre émission Le Débrief pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. Seul Dieu peut m'arracher le pouvoir. Ce sont là les mots du président gambien Adama Barrow alors qu'il avait promis quitter le pouvoir au bout de 3 ans d'exercice. Un refus qui plonge le pays dans une confusion totale quant aux promesses faites par l'actuel président gambien, engendrant ainsi une vague de manifestations demandant son départ dans le pays. Le président Adama Barrow avait-il sous-estimé l'ampleur de son travail? Cette problématique sera longuement débattue en première partie d'émission. Initialement prévues pour se tenir en 2020, les élections somaliennes se tiendront finalement cette année en 2021. Pour le pouvoir en place, avec à sa tête le président Mohamed Farmajo, l'enjeu est de taille. Le pays a récemment été frappé par une attaque terroriste. Faut-il alors reporter les élections présidentielles et législatives dans le pays? On en parle en fin d'émission avec mes invités. Amadou Dramé, vous êtes spécialiste en géopolitique sous-régionale. Merci d'avoir répondu à notre invitation. En face de vous, un habitué du plateau du débrief, Abdou Karim Diakhaté, journaliste, analyste politique. Bienvenue sur le plateau du débrief. Bonjour, Régis. Alors, je le disais dans mon introduction, nous allons tout de suite parler de la Gambie avec le président Adama Barrow. Fin 2016, lorsque le président actuel Adama Barrow accédait au pouvoir, il promettait de quitter le fauteuil présidentiel au bout de 3 années d'exercice. Quelques mois après, il est revenu sur sa décision de terminer son mandat, en l'occurrence de 5 ans. Qu'est-ce qui peut expliquer ce retour de situation? Bon, merci Régis. Je pense que ceux qui avaient pensé que le président gambien Adama Barrow était face à un dilemme cornélien par rapport donc à ce premier mandat doivent se raviser. Parce qu'apparemment, Adama Barrow est quand même quelqu'un qui risque de rester encore au pouvoir si véritablement les électeurs gambiens lui en laissent le soin. Parce que au regard des derniers événements et de ce qu'il est en train de faire avec la mise en place d'un parti politique, on se rend compte que... Oui, qui a été lancé lors d'un meeting. On aura en tout cas l'occasion d'en parler. Donc on est en train de se rendre compte que le président Adama Barrow est quand même sur la lancée de se maintenir éventuellement. Alors évidemment, vous l'avez souligné, hein, mon cher Diakhaté, on a parlé de cette présidentielle qui aura lieu évidemment cette année en décembre, le 4 décembre 2021. Il a lancé son parti politique, on aura le temps d'en revenir sur, en tout cas de revenir sur ce parti politique. Il a dit qu'il allait relever le pays au bout de 3 années d'exercice. Est-ce que quelque part, le président Barrow n'a pas un petit peu sous-estimé l'ampleur de son travail? Possible de relever un pays qui a été au bout de 22 ans sous un régime dictatorial? Possible en 3 ans? D'abord, moi, je voudrais commencer par l'euphorie ou les promesses que nos opposants font quand ils ne sont pas au pouvoir. Très souvent, pour accéder au pouvoir, ils se permettent de faire n'importe quelle proposition, n'importe quelle promesse. L'essentiel, c'est d'accéder au pouvoir. Et maintenant, dès lors qu'ils arrivent au pouvoir, ils se rendent compte que les choses sont très différentes. Et c'est dans cette lancée que monsieur le président Barrow avait promis de faire 3 ans, dit-il, pour redresser la situation politique en Gambie. Mais 3 ans, on peut se demander si 3 ans, c'est suffisant du point de vue objectif. Mais l'autre chose qui arrive, c'est que quand on arrive au pouvoir aussi, ça nous arrive à nous Africains, le goût du pouvoir. Et évidemment. Très fréquemment, ça nous arrive et ça nous empêche de voir la réalité et fait qu'on oublie nos promesses. Et le peuple qui est là en face ne l'accepte pas. Parce que les gens n'oublient pas si vite. Et c'est ce qui est arrivé et finalement, ça risque de créer des problèmes au niveau de la Gambie. Parce qu'il y a une partie de la population qui s'est organisée. Oui, il y a une grosse vague de contestation. Absolument un mouvement. Et qui dit qu'il veut que vraiment le président respecte son engagement. Et manifestement, il ne le fera pas. Ça a été une erreur de communication de la part du président Barrow de dire en tout cas à toute la population qu'il allait faire 3 ans, de sous-estimer, comme je le disais, l'ampleur du travail qu'il attendait derrière? Je crois plutôt que c'est de l'inexpérience. Parce que quand même, ce qui arrive très souvent, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas goûté à l'exercice du pouvoir. Et très souvent, à des niveaux de responsabilité tels que la présidence de la République, si on ne maîtrise pas vraiment la situation, on peut se permettre de promettre n'importe quoi. Mais arriver
on se rend compte que c'est impossible. 3 ans, est-ce que c'est suffisant pour redresser un pays qui a vécu une situation telle que la dictature sous Yahya Jammeh? Ben, objectivement, on peut se dire que c'est impossible. Mais je dis que c'est une certaine inexpérience qu'il a vécue et qu'il a poussé vraiment à aller dans le sens d'une promesse qu'il ne peut pas tenir. Et que vaut l'engagement d'un président face à la Constitution? La Constitution, en tout cas, donne le pouvoir à Barrow d'aller jusqu'à 5 ans, et lui, derrière, il décide d'en faire 3. Qu'en est-il réellement sur le plan de la Constitution? Est-ce que quelque part, ce n'est pas une violation aussi? Vous savez, en fait, je vais rejoindre Amadou quand il évoquait effectivement cette ivresse de pouvoir qui emporte certains hommes politiques avant d'accéder donc au pouvoir. Mais en réalité, dans le cas de Adama Barrow, il faudrait quand même expliquer qu'en fait, c'est le contexte qui l'a mis dans cette situation, en fait, de promettre de faire ces 3 années-là. Il faut se rappeler que Adama Barrow n'était pas pressenti pour diriger l'opposition gambienne contre le président Jammeh. C'est quelqu'un qui est un peu tombé comme un cheveu dans la soupe. Dans la mesure où, effectivement, c'est Ousseynou Darbo, le président donc, du parti UDF, qui était écarté, qui était emprisonné. Qui était incarcéré. Et Adama Barrow, qui était le trésorier de ce parti, est venu plus ou moins jouer un peu le remplaçant heureux, parce que quand l'opposition a voulu mettre en place donc, une coalition, c'est avec Fatoumata Tambadjan, l'ancienne vice-présidente, qu'il était donc un peu en concurrence. Finalement, on a choisi Adama Barrow et il a eu effectivement l'opportunité de se présenter face à président Jammeh, qui a dans un premier temps sous-estimé sa candidature, et par la suite, l'homme a accédé au pouvoir. Mais effectivement, généralement, nos hommes politiques peuvent dire beaucoup de choses, dire qu'en fait, ils vont s'engager pour telle ou telle chose, mais au bout de l'effort, on se rend compte que très souvent, c'est de l'inexpérience, comme l'a dit effectivement M. Dramé, mais très souvent également, on est face à ce que vous avez appelé en fait le contexte qui fait qu'en fait, devant la Constitution, devant la loi, les règlements du pays, il y a une certaine tournure qu'il faut prendre en compte. Il est évident que le président Barrow ne peut pas promettre 3 ans et vouloir véritablement se conformer à la constitution gambienne qui dispose que c'est 5 ans la durée d'un mandat. Par conséquent, cette parole, c'est une parole en l'air. Maintenant, il appartient au peuple gambien, aux électeurs gambiens d'en tenir compte éventuellement pour le futur. Et justement, en parlant du peuple gambien, on l'a souligné, vous l'avez également souligné dans votre argumentaire, de parler de ces manifestations. Alors, dès janvier 2020, on a assisté à une série de manifestations. Il y a eu des pro-Jammeh qui demandent évidemment le retour de l'ancien chef d'État gambien au pays. On a des manifestations, vous l'avez souligné, les organisations autour de Frieur Jotna, entendez par là 3 ans et c'est terminé, il faut y aller, il faut partir. Alors, des manifestations qui ont été réprimandées. Mais comment comprendre aujourd'hui, M. Dramé, qu'au bout de 3 ans, les Gambiens qui ont vu en Adama Barrow le sauveur sont en train aujourd'hui de demander son départ? Comment expliquer cela? Bon, tout d'abord, si vous permettez, je voudrais donner un aperçu par rapport à la question très pertinente que vous avez posée à M. Diakhaté, qui est en rapport avec ce qu'il dit et ce que dit la Constitution. Et à ce niveau, moi, je crois que ça ne me surprend pas. Vous savez, un président peut promettre de faire un mandat de transition de 3 ans, mais si réellement cette promesse lui tient à cœur, quand il arrive au pouvoir, il cherche à modifier la Constitution et à faire une disposition transitoire. Parce que s'il n'y a pas de disposition transitoire, vous modifiez la Constitution, mais vous direz que cette Constitution ne me concerne pas. Ce n'était pas le cas, en tout cas, pour Adama Barrow. C'est ça, il ne l'a pas fait. Donc, moi, ça ne me surprend pas qu'au bout de 3 ans, qu'il veuille continuer. Et ce qui est sûr, c'est que s'il demandait l'avis d'une cour constitutionnelle, la cour lui dirait que vous devez respecter votre mandat, la durée du mandat, parce que ce n'est pas 3 ans, parce que ce n'est écrit nulle part. Donc, c'était vraiment évident que cette situation allait arriver. Maintenant, par rapport à cette population, c'est très normal. Moi, je dis que les populations sont là, les lanceurs d'alerte sont là, et les gens sont vigilants. Surtout quand des populations ont vécu la situation du président Jammeh et que ça n'a pas fait longtemps. Les gens n'oublient pas. Il y a eu des terreurs en Gambie, il y a eu une dictature terrible en Gambie. Et quand cette population voit ramper les choses,
on sait que c'est là où ça finit. Parce que quand un président commence à dire que seul Dieu peut m'enlever du pouvoir, ben, ça commence à devenir autre chose. Et c'est très normal qu'il s'organise, qu'il lance là, qu'il montre qu'il y a une résistance qui va se dresser contre vous. C'est dans cette dynamique que moi je vois ça. Et malheureusement, ce qui est vraiment frustrant et ce qui est une déception, c'est qu'on se rend compte qu'il est en train de violer lui aussi des droits vraiment fondamentaux des humains quand il commence à fermer des stations de radio, quand il commence à emprisonner, à refuser la manifestation pacifique, bien il commence à violer vraiment des droits qui sont fondamentaux. Et c'est là où c'est regrettable. Et je sais qu'à ce niveau, c'est ça qu'il y aura une résistance telle que ce que Yaya Jammeh a vécu à un certain moment. Donc vous comprenez la colère des Gambiens aujourd'hui? Bien sûr, c'est compréhensible, c'est très normal. Cela va dans l'ordre normal des choses. En parlant de ces répressions, mon cher Diakhaté, alors les répressions qui ont été évidemment soulignées au rouge par des observateurs gambiens dans le pays, beaucoup sont allés dans la comparaison, ils ont versé très vite dans la comparaison avec l'ancien président Yaya Jammeh. Le président nouvellement élu, Adama Barrow, est dans un projet d'unification du peuple. Est-ce que ces répressions-là qu'il est en train d'imposer aujourd'hui dans le pays n'éloigne pas un petit peu de ce projet-là? Mais absolument, absolument. Là, il est véritablement en train, effectivement, d'aller à contresens, même s'il faut reconnaître pour sa gouverne qu'il a, dans un premier temps, essayé de desserrer l'étau que le régime de Yaya Jammeh avait en fait exercé sur le peuple gambien. Il faut quand même reconnaître que dès son arrivée au pouvoir, le président Adama Barrow a plus ou moins permis l'exercice de certaines libertés. Bon, il est vrai que maintenant que ces 3 ans ont été écoulés, que les gens n'ont pas vu effectivement se matérialiser sa promesse, les choses sont revenues à l'endroit. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il va advenir de cette nouvelle situation? Il est évident que le peuple gambien ne va jamais accepter de revenir à l'ancien temps, effectivement, parce que 22 ans de dictature quand même, sous Jammeh, ne peuvent pas valoir peut-être 3 ans d'épanouissement, disons le tout net démocratique, même s'il y a beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, même certains mettent sur le bilan mitigé du président Adama Barrow le fait qu'il a quand même laissé véritablement les libertés s'exercer dans un premier temps. Oui, parce qu'il est revenu, vous avez parlé de la fermeture de certaines radios, voilà. Mais dès qu'il est arrivé au pouvoir, il est allé dans ce sens d'ouvrir les radios qui ont été fermées, en tout cas les organes de presse fermés sous le régime de Jammeh. Il allait jusqu'à la vente des biens mal acquis du président Jammeh. On va revenir, on reste avec vous, Diakhaté, on va revenir évidemment sur ces manifestations. Alors les pro-Jammeh demandent évidemment le retour de leur ancien patron, en l'occurrence Yaya Jammeh. Une commission vérité et réconciliation a été mise en place. Faut-il voir au nom de la réconciliation nationale laisser Yaya Jammeh revenir dans le pays? Bon, vous savez, je pense que c'est vrai qu'une commission réconciliation est une très bonne chose. On l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu auparavant également en Afrique du Sud, dans certains pays, mais il est évident qu'on ne doit pas aussi laisser passer certaines choses. Il est évident que le président Barrow veut effectivement montrer sa disposition à permettre quand même au peuple gambien de se ressouder, de faire une refondation qui partirait en fait de cette acceptation donc de certains éléments de l'ancien régime. Mais dans le même temps, il ne faut pas oublier qu'il avait également demandé à la communauté internationale de l'aider à rapatrier des fonds qui avaient été dilapidés. Et également de faire quelque chose par rapport même à la condamnation aussi bien de Yaya Jammeh que de certains de ses proches. Par conséquent, parler d'une commission réconciliation, je veux bien, mais dans le même temps, comment comprendre que cette commission puisse être mise en place alors que dans le même temps, on demande également que les coupables de certains délits soient châtiés. Évidemment, c'est vrai qu'il y a une grosse confusion par rapport à ça. Il y a eu le rapatriement des fonds. Aujourd'hui même, on se demande vraiment ces fonds ont servi. Est-ce que réellement ces fonds ont servi? Est-ce qu'elles ont, en tout cas, ces fonds, ont été investis dans d'autres domaines? C'est la question en tout cas qui se pose aujourd'hui en Gambie. On va parler de ce mouvement qui a été lancé par le président Adama Barrow, le Parti national du peuple. Et Adama Barrow, en tout cas, est-ce qu'aujourd'hui il est un petit peu, on va dire, atteint par la fièvre du second mandat en lançant ce parti politique? Je crois que oui, mais je voudrais un peu rebondir sur ce que disait M. Diakhaté.
par rapport à cette commission vérité et réconciliation. Moi, je crois que quand un pays sort d'une dictature avec des exactions extraordinaires, je crois qu'il est toujours important de mettre sur pied une commission vérité et réconciliation. Ça permet de situer les responsabilités et ça permet de rappeler à ceux qui sont actuellement autour du gouvernement que, quel que soit Alpha, les crimes qui sont commis ne seront pas impunis. C'est très important. À un moment donné, il faut que les gens situent les responsabilités. Et vraiment, toute la population, en tout cas, l'opinion internationale a les yeux rivés sur la Gambie parce que la Commission continue son travail. Je crois que c'est très important. Par rapport à ce que vous dites, moi je crois que tout n'est pas mauvais dans ce qu'Adama Barrow fait. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il a, au début de son mandat, créer les conditions d'une certaine démocratie. Oui, il a vraiment accentué sur le social. J'ai même envie de rappeler que quand même sur le plan de l'accès à l'éducation, en tout cas au primaire, la Gambie fait des efforts qui sont énormes et qui sont salués par l'opinion internationale. Sur le plan, par exemple, des infrastructures, il y a par exemple le pont sénégambien, sénégalo-gambien, qui a été mis sur pied, qui a été réussi par Barrow et qui va porter ses fruits. Ça, c'est sûr. Donc, c'est des choses qui sont bonnes. Il a même reçu un prix du grand bâtisseur par une organisation affiliée à la BAD. Donc, il fait des efforts. Maintenant, c'est très normal, comme je vous l'avais dit, qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que 3 ans, c'est insuffisant. Un homme d'État réaliste, c'est très normal qu'il mette sur pied un parti. Sinon, il ne peut pas accéder au pouvoir. Parce que la façon dont il est accédé au pouvoir, avec le départ de Yahya Jammeh, c'était vraiment du méli-mélo et il en a profité. Oui, alors, il ne l'a pas clairement dit, il ne l'a pas encore verbalisé, qu'il est candidat à la future présidentielle qui aura lieu en décembre, le 4 décembre précisément 2021. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir lancé ce parti politique, est-ce que c'est une forme d'engagement justement? Bien sûr, c'est une forme d'engagement et bien sûr, vous allez vous rendre compte que ce parti va l'investir comme candidat. C'est vraiment la suite logique des choses. Nous sommes, en tout cas moi je sais très pertinemment qu'il va se présenter, ça c'est sûr. Et comme je vous l'ai dit, il a été rattrapé par le temps et par l'histoire. C'était impossible. C'était impossible. Les gens d'habitude, pour accéder au pouvoir, ils disent tout, font n'importe quelle promesse, mais ils se rendent compte que c'est impossible. Et c'est comme ça, il va être investi, il va être candidat. Maintenant, le problème c'est ce que les Gambiens vont dire. Parce que déjà ça commence par des mouvements d'humeur, ça commence par des marches qui sont réprimées. Mais le problème maintenant, c'est ce qui va se passer. Ce qui va se passer, en tout cas. On va y revenir, on va en parler. Diakhaté, on a parlé évidemment de ces manifestations en Gambie. Il y a eu le lancement de ce parti politique par le président Adama Barrow. Qui seront les nouveaux alliés du président Barrow? Parce que n'oublions pas, il était dans l'UDP de Ousseynou Darboe. Il a été évincé derrière. Après, évidemment, on l'a traité de tous les noms. Et aujourd'hui, il lance son parti politique. Il a perdu des alliés. Mais qui sont les nouveaux alliés du président Barrow aujourd'hui? Justement, en fait, même le nom, l'appellation du Parti national du peuple, déjà donne une indication sur le fait qu'il veut transcender pratiquement toutes les couches sociales gambiennes. Je m'explique, parce qu'en fait, vous savez, il y avait le parti de Ousseynou Darboe, le Parti démocratique unifié, l'UDP, mais Adama Barrow sait qu'en fait, il n'a plus de marge de manœuvre par rapport, en tout cas, à la classe politique. Il a été, c'est vrai, laissé en, disons... il est un peu isolé, politiquement. Il faut le reconnaître. Mais dans le même temps également, il a pu réussir à engranger beaucoup de soutien au niveau, en tout cas, d'une partie de la société civile. D'autres petits partis gambiens qui se sont un peu, disons, greffés à ce nouveau parti-là. Et il faut aussi se dire qu'il y a la grande masse du peuple gambien qui n'a pas encore dit son mot. Il est évident que les acteurs politiques s'agitent beaucoup, mais il y a encore des gens qui croient à l'idéal, en tout cas prôné par Adama Barrow. Mais pour encore revenir sur l'aspect réconciliation, je rejoins parfaitement, effectivement, M. Dramé. Il a parfaitement, c'est vrai, le temps de dérouler dans ce cadre-là. Mais ce qui me dérange un peu, c'est le fait qu'il y a des partisans de Jammeh qui sont revenus au pays, qui ne sont pas encore manifestés, ils ne sont pas encore dans les partis politiques et dont on ne sait pas quoi faire pour le moment. Donc c'est ça qui va encore ajouter de la confusion, en tout cas à cette candidature annoncée
de Barrow, même s'il ne l'a pas dit. Vous voyez Barrow être reconduit pour un second mandat? Je pense qu'il a véritablement des atouts pour cela. Des atouts parce que dans un contexte où Ousseynou Darbo est atteint par la limite d'âge, il a 76 ans. Il n'y a pas, de mon point de vue, de leader charismatique qui peut, disons, dans un laps de temps venir véritablement affronter le président Barrow et éventuellement remporter la présidentielle. Et il y a aussi le fait que les Gambiens, je vous ai dit que 22 ans d'attente, c'était quand même un peu long. Et je pense que, en fait, de mon point de vue, ils peuvent lui pardonner donc cet écart, le fait que cet engagement de faire 3 ans n'ait pas été tenu, mais au moins de lui accorder une seconde chance pour qu'il puisse dérouler véritablement. Parce que, rappelons-nous, il n'a eu que peut-être 2 ans pour pouvoir mettre en place les rudiments de sa gouvernance. Il y a eu la crise sanitaire qui est venue. Voilà, donc pratiquement 3 années, dont, disons, 4 ans qui passent très vite. Et justement, qu'en est-il aujourd'hui de la classe politique, en l'occurrence celle de l'opposition? On a parlé aujourd'hui de quelqu'un qui arrive à cristalliser l'opposition gambienne. C'est évidemment Ousseynou Dabo, vous l'avez dit, rattrapé par l'âge. Aujourd'hui, vous l'avez souligné également, hein, mon cher Diarraté, il n'y a pas de figure emblématique de l'opposition aujourd'hui pour faire front à Adama Barrow. Qu'en est-il de l'opposition gambienne aujourd'hui? Et c'est là manifestement où se trouvent les chances de M. Adama Barrow de remporter les élections, hein, parce que nous avons une opposition qui n'a plus de leader, manifestement, qui est déboussolée et qui, pour les partisans de M. Yahya Jammeh, ancien président, avec cette comité Vérité et Réconciliation, il y en a qui risquent des sanctions. C'est-à-dire qu'au sortir de cette comité Vérité et Réconciliation, très certainement, il y aura qui vont subir des sanctions pécuniaires et pénales, très, très souvent. Ce qui veut dire que lui, il a une marge de manœuvre certaine, hein, et avec son parti, s'il parvient à vraiment faire, en tout cas, faire autour de lui, regrouper autour de les personnalités politiques et la société civile, il peut s'en sortir. Parce que jusqu'à présent, l'opposition ne s'est pas très, très bien organisée. Il y a même les anciens ministres du commerce de l'agriculture qui ont été limogés, mais qui battent encore de l'aile. Ils ont encore du temps. D'ici à décembre, ils ont encore du temps pour en tout cas s'organiser et préparer une stratégie face au président Barrow. Ils ont du temps, en tout cas, l'opposition. Ça m'étonnerait. Moi, je crois que, en tout cas, la meilleure façon, parce que manifestement en Afrique, il y a une donne qui est certaine, c'est que les Africains aiment les gens qui respectent leurs paroles. Moi, je crois qu'ils auraient intérêt à saluer la population, la société civile et à rappeler qu'il n'a pas tenu parole. Il a dit 3 ans, il ne l'a pas fait, peut-être ce serait un atout. Mais je dis que du point de vue organisationnel, ce n'est pas encore au top niveau, au niveau de l'opposition. Et il peut être sanctionné dans les urnes par rapport à ça, cette promesse non tenue? Bon, vous savez, je ne pense pas que les électeurs, au moment de mettre leur bulletin dans l'urne, vont prendre compte de certaines considérations, mais il est évident que c'est véritablement qu'est-ce que donc, le président leur a apporté de bien, en tout cas dans leur vécu quotidien, qui va beaucoup plus agir par rapport en parlant justement de bien, je vais vous couper, vous interrompre un moment, mon cher Diarraté. On va s'arrêter sur le bien apporté par le président Barrow aux Gambiens. Alors, l'économie gambienne peine à décoller, hein, avec un taux de chômage de 42%. Plus de 40% du budget national est consacré au service de la dette. Est-ce que le président Barrow a vraiment travaillé sur ce plan? Est-ce que, quelque part, il n'a pas délaissé le plan économique pour le social? En réalité, je pense que le président Barrow a trouvé un pays pratiquement exempt du point de vue économique. Bon, parce que vous savez... mais les Gambiens meurent toujours de faim, hein. C'est toujours clair, compliqué pour la Gambie. Déjà, la Gambie, structurellement, est un pays, disons, économiquement faible, il faut le dire. C'est vrai. D'ailleurs, M. Dramé l'a dit tout à l'heure, il y a eu des avancées, notamment la construction du pont sur le fleuve Gambie, vers Farefenni. Mais il faut dire que l'économie gambienne a très longtemps vécu pratiquement à côté de celle structurée du Sénégal. Bon, je ne vais pas parler de contrebande et autres, mais tout le monde sait comment, en fait, les produits gambiens sont distribués au Sénégal et comment l'économie gambienne en a profité. Même, bon, si ce n'est qu'un petit schéma pour expliquer. Mais en réalité, le président Barrow n'a pas eu véritablement les coups de franche pour dérouler un programme économique
parfaitement viable. Et un deuxième mandat, c'est suffisant pour ça, cela? En fait, je ne pense pas qu'on puisse parler de délai ou bien en termes d'années. Il faudrait vraiment beaucoup de temps pour déjà faire en sorte que toute la structuration économique, tous les agrégats soient en place. La Gambie n'a pas, comme d'autres pays l'ont, véritablement une grande superficie pour développer beaucoup d'infrastructures, ni mener en place une agriculture qui puisse véritablement être viable. Bon, mais c'est un pays quand même qui a des ressorts, qui a un port, Banjul, qui peut être développé, qui a véritablement un tourisme qui a été atteint de plein fouet par la crise sanitaire. Et en parlant de crise sanitaire, il y a également un autre pays qui est touché, c'est la Somalie. On en parle en deuxième partie d'émission. On marque une courte pause. A tout de suite sur Média TV Afrique. Si vous venez de nous prendre en cours, sachez que vous êtes sur Média TV Afrique dans le cadre de votre émission Le Débrief. Nous allons tout de suite, messieurs, parler de l'élection présidentielle en Somalie. En tout cas, la Somalie doit organiser des élections législatives et présidentielles. Les législatives ont été repoussées à 2 reprises. La présidentielle est incertaine alors que le mandat du chef de l'État, Farmajo, expire le 8 février prochain, donc lundi. Quels sont les enjeux de cette élection présidentielle, ce double scrutin législative et présidentielle, au-delà, évidemment, de la question sécuritaire? Merci pour cette question. Vous savez, c'est des élections qui ont des enjeux vraiment très, très importants pour le vécu de ce pays somalais, mais aussi de la sous-région. C'est une zone qui est généralement, qui vit des problèmes sécuritaires énormes. Et cette fois-ci aussi, l'on se rend compte, il n'y a pas très longtemps, les Chebab ont fait un attentat. Exactement, 9 morts en Somalie. Le général même, je crois, a été tué. Ce qui veut dire que vraiment l'enjeu est énorme. L'enjeu est du point de vue sécuritaire, du point de vue vraiment de l'unité au sein de ce pays et qui a vécu vraiment des situations très difficiles, de guerre, de coup d'État. Et vraiment, moi, vraiment, j'ai de la peine pour ce pays et pour ses populations. C'est très difficile. C'est un pays qui est un pays presque fédéral, comme les États-Unis, mais qui n'arrive jamais, jusqu'à présent en tout cas, à trouver une solution de paix définitive. Moi, vraiment, j'ai de la peine pour dire vrai par rapport à ces Somaliens. En parlant de paix définitive, mon cher Diakhaté, alors on a parlé des enjeux. L'enjeu, il est là, c'est sur le plan sécuritaire. Mais derrière aussi, il y a encore un point noir, on va le dire ainsi, qui torpille un petit peu l'évolution de la Somalie. C'est la corruption. La Somalie fait partie des pays les plus corrompus dans le monde. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi aujourd'hui, la Somalie, malgré le fait que des présidents se succèdent, la Somalie est toujours minée par ce problème? Pourquoi? Bon, disons-le tout net, la Somalie est un pays qui est victime quand même de sa géographie, sa situation au niveau donc de la Corne de l'Afrique, pratiquement à l'entrée de la mer Rouge, et quand même un pays qui compte au niveau de l'océan Indien. Mais c'est également parce que la Somalie est également victime de son histoire politique récente. Vous savez que c'est un pays qui est pratiquement dans un cycle de guerre depuis pratiquement une trentaine d'années. Oui, parce que c'est ce que beaucoup oublient, c'est qu'aujourd'hui la Somalie est toujours en guerre. Toujours en guerre. Depuis Siad Barre, depuis son éviction du pouvoir. C'est un pays qui est divisé, on l'a dit, c'est un pays qui compte 5 États. Et c'est bien de parler des élections parce que le Premier ministre Robel disait récemment, ça fait 2 ou 3 jours, qu'il était nécessaire de faire ces élections. Malgré les petits couacs qu'il y avait au niveau en fait, du code électoral, des listes électorales et autres. Un petit peu des, justement, il y a deux grands États, Jubaland qui est au sud, à la frontière avec le Kenya, et l'État qui est juste à côté du Somaliland au nord, le Puntland, qui ont dit qu'ils n'allaient pas participer à ces élections. Donc, par conséquent, il n'y aura que 3 États, dont Mogadiscio, la capitale, qui vont donc aller à ces élections du 8 février. Mais ce sont des élections qui devraient se tenir, forcément pour un peu apaiser le climat. Bon, mais maintenant, pour revenir plus exactement à votre question sur la corruption, c'est un pays où on a beaucoup de chefs de guerre, de seigneurs de la guerre. Il y a aussi le terrorisme, on va en parler avec les Chebab, évidemment, qui contrôlent pratiquement l'économie souterraine, parce qu'ils sont présents dans certaines grandes villes. À Mogadiscio justement et dans d'autres villes donc, du pays. Et il y a également des militaires
très souvent également qui ont quelque part des pactoles à gérer. Donc c'est tout cet ensemble qui constitue un package qui fait que ce pays ne décolle pas. On a vu ce que les Américains avaient fait à l'époque, entre 91 et 96 avec l'opération Restore Hope. Par la suite, il y a la mission de l'Union africaine, la MISOM, qui essaie de se déployer, mais on leur demande juste de se maintenir avec des effectifs de 20 000 personnes. 20 000 personnes pour diriger un pays qui fait 660 000 km² pratiquement, ce n'est pas évident. Donc, véritablement, c'est un pays qui souffre de cette situation et peut-être que ces élections ne vont pas régler de manière définitive la question, mais elles vont au moins permettre quand même une certaine continuité politique en attendant de trouver maintenant les véritables solutions aux problèmes politiques. Et en parlant de solutions, on a parlé également des enjeux de ce double scrutin, législatif et présidentiel. On a parlé de la corruption. Il y a un autre problème aussi aujourd'hui qui touche la Somalie, c'est la famine. En tout cas, l'insécurité alimentaire frappe désormais 6 régions du sud sur 8. La moitié du pays est affamée, soit 4 millions de personnes, de Somaliens qui souffrent aujourd'hui, qui sont en tout cas frappés par la famine. Est-ce que, mon cher Dramé, quelque part, on a l'impression que l'État, la Somalie meurt de faim et l'État gaspille du pain? C'est un petit peu la politique aujourd'hui dans le pays? C'est des effets de redondance et c'est des conséquences. C'est très normal que quand un pays n'arrive pas à assurer sa sécurité, ce pays n'aura jamais la possibilité d'investir sur le plan économique et sur l'accès des populations aux services sociaux de base. C'est très normal. Et c'est pourquoi moi je crois qu'il faut ramener tout à l'essentiel au début, c'est le problème sécuritaire. C'est que le challenge pour les Somaliens, c'est de régler le problème sécuritaire. Et à ce niveau, je crois que l'une des choses, en tout cas, qui permet une certaine stabilisation des pays, c'est le respect des calendriers électoraux. Donc nécessairement, ils devront vraiment faire ces élections. Et parce que ça a longtemps été repoussé. Ils doivent le faire. Et même pour le faire, ils se disent qu'ils vont le faire dans l'endroit, disent-ils, le plus sécurité du pays, le plus sécurisé du pays, l'aéroport de Mogadiscio. Ça traduit vraiment un certain symbole. Mais il faut se dire quand même que c'est un pays qui a des ressources, énormément de ressources. C'est un pays très riche. Je me demande même, est-ce que ce n'est pas à cause de ces ressources que ce pays n'arrive jamais à avoir la paix? Parce que des fois, il y a ce syndrome des ressources naturelles importantes, mais qui fait que quand même vraiment... Vous êtes dans la philosophie d'un pays riche qui développe la pauvreté? C'est ça. C'est que quand un pays est riche, très souvent, si ces hommes politiques ne sont pas assez matures, ça crée des convoitises et des interférences qui font que c'est très difficile. Vous avez vécu l'histoire du Kenya qui essaie de pousser au niveau du Sud, avoir une certaine influence, de telle sorte que c'est très difficile. Donc il faut que ces leaders politiques soient vraiment très très matures et qu'ils savent se regrouper sur l'essentiel, retrouver sur l'essentiel. Et ce qui est aussi plausible qu'il faut dire, heureusement qu'au niveau de ce pays-là, on fait ce qu'on appelle des élections à scrutin indirect. Mais ils n'auraient jamais réussi à faire un scrutin universel direct. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais réussi à sécuriser les bureaux de vote si ça devait se faire dans les localités. Jamais. Heureusement qu'ils le font. Mais s'ils persistent, moi je crois que s'il y a la volonté, il faut le faire. Et si on veut stabiliser le pays, peut-être il faut aller vers ces élections. Ça va être une victoire aujourd'hui pour la Somalie s'ils arrivent à organiser ces élections? Bien sûr, c'est déjà un pas en avant et qui va peut-être consolider la paix. Et les candidats le disent, le principal challenger, il le dit, que sa priorité, c'est de restaurer la paix et la sécurité. Donc, restaurer la paix et la sécurité. On va parler évidemment de ces attaques des Chebab installés dans le pays depuis 2004. Ils sont là et des attentats, en tout cas, se multiplient dans le pays. Alors, évidemment, la question sécuritaire reste un enjeu majeur de ce scrutin dans le pays. Faut-il aujourd'hui, mon cher Diakhaté, reporter, même si on l'a dit quelque part, s'ils y vont, c'est une victoire, mais derrière, on n'exclut pas aussi des attaques Chebab. Ils sont là, ils veulent quelque chose, et en tout cas, ils le montrent de manière assez impressionnante, et même si c'est dommage un peu pour ce pays. Est-ce que reporter aussi, c'est pas une solution quelque part? Oui, mais reporter les élections, ce serait déplacer le problème. Je pense qu'il faut l'affronter et peut-être chercher à aller de l'avant. Au risque de subir encore d'autres éventuelles attaques? Oui, mais de toute façon, vous savez, c'est un pays qui est habitué à ce genre d'attaques, vous l'avez dit. Et on se rappelle qu'il y a 2 ans, il y avait une attaque qui avait fait plus de 200 morts. Exactement. Par conséquent, bon, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Mais bon, l'enjeu de ces élections, en fait, c'est de
cimenter en fait l'idéal de paix. Parce que quand même, il y a, au-delà du fractionnement du pays, en plusieurs États, en plusieurs régions, il y a quand même un idéal commun qui est d'aller en tout cas vers une Somalie unifiée. Même si, bon, le Somaliland déjà est en dehors du pays, on se rend compte qu'il y a également des velléités de séparatisme. On l'a vu avec d'autres États au niveau du nord, et j'ai parlé de Jubaland au sud, à la frontière avec le Kenya. Mais par conséquent, ce qu'il faudrait, je pense, de mon point de vue, c'est faire en sorte que ces élections se tiennent avec bon, le maximum de sécurité, disons le tout net, mais faire en sorte que au moins on puisse avoir une continuité dans la gouvernance politique. Parce qu'il y a eu, si vous vous souvenez, la communauté nationale qui est intervenue à plusieurs reprises pour essayer de réunir les différents acteurs politiques. On l'a vu à Copenhague, à Bruxelles, à Londres, où les gens ont parlé de paix, mais cela n'a jamais été suivi d'effet. Maintenant qu'on va vers une évolution assez positive, parce qu'il n'y a pas longtemps, le FMI comme la Banque mondiale avait décidé des lauriers au gouvernement somalien pour dire qu'ils étaient sur la bonne voie. Bon, c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, malheureusement, qui est venue, oui, évidemment, et surtout la famine, vous l'avez évoqué, 4 millions, c'est pratiquement le tiers, le tiers du pays. Ah, c'est un pays énorme, de 12 millions d'habitants, 4 millions, Mhm. pratiquement dans une famille pratiquement endémique, malgré toutes les ressources donc, de ce pays-là. Donc, de mon point de vue, je pense que ces élections doivent se tenir le 8 février, même si effectivement ce sera dans des conditions assez drastiques, mais faire en sorte qu'il y ait déjà cette continuité politique, et puis après, le reste pourra être géré. Alors, oui, allez-y, monsieur Dormier. Moi, je crois que à ce niveau-là, ils peuvent bel et bien tenir les élections. Hein. C'est des élections, comme je l'ai rappelé, c'est un suffrage indirect. C'est la chambre basse et la chambre haute, les députés et les sénateurs qui doivent élire le président. Et puis, ça se fait dans l'endroit que j'ai dit le plus sécurisé du pays. Donc, c'est pas compliqué. Ils peuvent bien tenir ces élections. Non, ils ont les moyens pour organiser les élections. Et ce qui se fait par les Chebab, c'est une intimidation, une façon de montrer que nous sommes encore là. Et je crois que là, le défi, c'est pour les autorités de montrer que malgré tout, malgré toutes les intimidations, nous pouvons organiser des élections. C'est déjà un pas vers la sécurité, c'est déjà un pas vers la cohésion sociale. Et en parlant de cohésion sociale, en parlant d'avancée dans ce processus de paix en Somalie, le président sortant Farmajo opte pour le dialogue avec les terroristes. Va-t-il réussir ou beaucoup ont échoué, en l'occurrence même l'Union africaine, que les institutions internationales? C'est une nécessité. Vous savez, on le dit souvent, toutes les guerres se terminent autour d'une table. C'est-à-dire qu'on peut bel et bien combattre les terroristes quand il le faut, mais je crois que dans un pays, il faut nécessairement à un moment donné que les gens s'asseyent autour d'une table et discutent. Et puis, c'est pas compliqué. Si vous revisitez l'histoire, vous savez, c'est des gens de pays qui ont une situation un peu clanique. C'est pas Somalie seulement, il y a d'autres pays qui sont là. On va y revenir sur ce point, sur le plan du clanisme. Allez-y. Oui, donc ce qui fait que c'est très normal qu'il y ait des velléités, c'est très normal. Maintenant, il faut savoir s'accorder sur l'essentiel, sur ce qui réunit au lieu de ce qui divise. Et je crois que ce qu'il dit déjà, appeler les différents protagonistes autour d'une table, c'est une nécessité, il faut aller vers... Mais là, il faut passer, c'est d'abord vers des élections qui vont se dérouler démocratiquement et qui choisissent un leader qui est reconnu par, en tout cas, la majeure part de la population, au défaut de toute la population. Et en tout cas, je pense que la Somalie est dans cette optique, mon cher Diakhaté. On va rester sur l'enjeu sécuritaire, parce que je l'ai dit, c'est l'enjeu majeur de ces joutes électorales en Somalie. Vous avez parlé, mon cher Diakhaté, de la MISOM, donc la mission de l'Union africaine en Somalie. Est-ce que les attaques répétées des terroristes, des groupes Chebab en Somalie, ne montrent pas quelque part les limites de cette mission onusienne? Oui, mais vous savez, en fait, ces Chebab, donc, et même l'État islamique, qui est également présent en Somalie, pratiquent une guerre asymétrique. Une guerre où, effectivement, il n'y a pas de convention, il n'y a pas de respect, donc, des règles classiques d'une guerre normale. Donc, ce sont des gens qui attaquent, vous l'avez vu, par des attaques rapides, brusques, avec véritablement l'objectif de faire le maximum de victimes. Bon, maintenant, derrière, il y a effectivement un soubassement politique. Est-ce que cela ne va pas constituer
un frein donc, à l'essor économique, socio-économique du pays, bien évidemment. Maintenant, qu'est-ce que la MISOM peut faire de plus? La mission des Nations Unies, comme celle de l'Union africaine, ont tenté depuis toujours de faire en sorte qu'il y ait une sécurité, en tout cas au niveau des édifices publics, au niveau en tout cas de certaines grandes villes, mais leur action est plus ou moins contrariée par cette forme de guerre que leur imposent donc les Chebab. Par conséquent, il n'est pas très facile. Vous savez, les Américains ont échoué avec l'opération Restore Hope. À l'époque, on l'avait dit. Exactement. Bon, maintenant, le gouvernement somalien a mis en place une armée qu'il essaie plus ou moins de rendre plus ou moins, disons, efficace pour mener donc les opérations de sécurisation du territoire. Mais la Somalie, je l'ai rappelé tout de suite, c'est une bande qui pratiquement va presque de la mer Rouge donc aux confins du Kenya. C'est un grand pays. Il n'est pas évident d'assurer une sécurité véritablement partout. Bon, même s'il y a des pays comme la Turquie, par exemple, de là on va certainement parler des enjeux aussi bien régionaux qu'internationaux. Il y a la Turquie, il y a l'Éthiopie, l'Érythrée, même le Kenya en fait, qui interagissent un peu selon leurs alliés. Oui, on va en parler tout de suite, mon cher Diakhaté. Alors, je reviens sur un point que vous avez évidemment soulevé, mon cher Dramé. Alors, la Somalie a connu plusieurs guerres civiles qui ont débuté à la fin du régime de Siad Barre. On parle d'un système, vous l'avez souligné, clanique, un système clanique, comme l'une des sources d'instabilité dans le pays. Vous partagez cet avis ? Bien sûr, c'est très normal. Et dans ce genre de système, il est très difficile de réunir les populations. D'ailleurs, ce n'est pas anodin que la Somalie fonctionne sous forme d'État fédéral, avec plusieurs pays. C'est la suite logique, hein? Ce n'est pas très facile. Et revenant un peu sur ce que disait M. Diakhaté, avec ces genres de pays-là, quand il y a une certaine instabilité sécuritaire qui s'annonce, les guerres deviennent asymétriques. Vous savez, ce qu'on appelle les Chebab, les rebelles, les islamistes, les terroristes, ils sont dissous dans la population. C'est là où se trouve le problème. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une guerre, en tout cas pas facilement, à des gens que vous ne voyez pas. Oui, parce que parfois le problème il est endogène. C'est ça, c'est des populations. Vous savez, au nord, des gens commencent à réclamer leur indépendance. C'est parce que c'est des gens qui, manifestement, sont réfractaires au pouvoir central. Donc c'est comme ça, c'est ça le système clanique. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a des pays qui ont un système clanique et qui réussissent à vivre ensemble. Dans ces genres de situations, il faut mettre le focus sur vraiment l'essentiel, ce qui unit au lieu de ce qui divise. Maintenant, l'autre aspect, c'est que dans ces genres de pays où il y a beaucoup de ressources naturelles, il y a vraiment des interférences qui font que c'est très difficile parce que derrière les Chebab, il y a des pays qui sont derrière. Donc l'État doit être très fort, mais penser à asseoir une armée organisée, capable. Parce que ce qui rétablit la paix, ce n'est pas forcément ce que les gens qui viennent de Doré. La mission de la MISOM là, c'est très bien, mais je ne crois pas que la paix viendra à travers ces gens. Ce sera un appoint. Oui. Mais il faut que quand même qu'on pense à organiser vraiment une défense sécuritaire nationale capable d'endiguer les terroristes qui existent au niveau de ce pays-là. Est-ce que la Somalie a les moyens pour ça, mon cher Diakhaté? Ah oui, quand même. La Somalie, quand même, a des moyens. Il ne faut pas voir seulement l'image d'un pays, disons, dévasté par la guerre, mais c'est un pays quand même qui tient debout. C'est vrai que la Somalie a bénéficié récemment de l'initiative PPTE. Donc, forcément, c'est un pays qui est beaucoup soutenu par la communauté internationale du point de vue de son positionnement géostratégique. On l'a dit, il n'est pas évident que les autres pays laissent donc la Somalie couler. J'ai parlé un peu du soutien qu'apporte la Turquie au gouvernement donc, du président Farmajo. Par conséquent, c'est un pays que les gens suivent de très près et c'est un pays qui compte dans cette corne de l'Afrique-là. Il est vrai que c'est un pays qui a une histoire. Bon, maintenant, il y a cet aspect du terrorisme qu'on ne peut pas éluder, mais c'est un pays quand même qui se tient debout. On l'a dit, effectivement, M. Dramé a bien fait de dire qu'il faut une armée républicaine, donc une armée somalienne qui puisse donc véritablement aller dans ce processus de sécurisation du pays, que la MISOM ne peut pas effectivement tout faire, c'est juste une force qui est en appoint effectivement, mais aussi il y a ce que les Somaliens peuvent attendre de la communauté internationale, de la Ligue arabe,
C'est un pays donc, qui fait partie de l'OCDE et autres, et c'est un pays qui est soutenu financièrement, qui a donc les moyens de mener une politique. Maintenant, qu'est-ce que donc les gouvernants vont faire de ces atouts-là? Cela reste à voir. Alors évidemment, on ne peut pas parler de la Somalie sans parler des pays voisins. Hein. En l'occurrence, vous l'avez dit, hein, l'Éthiopie également qui est frappée par une crise en ce moment. Comment aujourd'hui les pays voisins peuvent-ils apporter leur aide à un pays frère comme la Somalie? En réalité, ces pays veulent se prémunir beaucoup plus donc, du terrorisme donc, qui frappe en Somalie que de venir en fait apporter un véritable soutien. On l'a vu avec effectivement l'Éthiopie et l'Érythrée. Mais il y a également le Kenya qui se positionne. Le Kenya est de facto allié avec le Somaliland. Un peu, ils prennent en étau donc la Somalie. Mais en réalité, ce sont parce qu'on l'a vu, beaucoup d'attaques menées contre le Kenya venaient de la Somalie. Mais justement, pourquoi aujourd'hui ces pays de la Corne de l'Afrique, on a l'impression que cette zone, c'est devenu aujourd'hui la cible des terroristes? Il faut le dire, c'est une poudrière. Vous vous rappelez que Osama Ben Laden s'était installé au Soudan? De même, la Somalie, il y a des seigneurs de guerre et il y a également la situation dans la péninsule arabique avec le Yémen, où effectivement cette guerre a également un débordement de l'autre côté de la mer Rouge. Par conséquent, il y a des groupes armés qui peuvent bénéficier de certaines opérations pour donc avoir des armes et mener leur combat. Et maintenant, il y a le combat idéologique mené par ISIS, l'État islamique, mené par les Shabab également, avec véritablement un soubassement politique, on l'a dit. Et donc, il y a tout cet ensemble qui constitue déjà, en tout cas, un mélange détonnant qui risque donc de mettre à feu et à sang toute cette partie de l'Afrique qui, de mon point de vue, est une partie stratégique, géostratégique, tellement, en tout cas, importante sur la route vers le Golfe Persique et de l'autre côté vers l'Afrique australe. Alors, oui, allez-y, mon cher. C'est qu'à ce niveau, comme vous l'avez si bien dit, c'est-à-dire que le fait qu'il y a cette sorte de poudrière dans cette zone interminable qui dure et qui perdure, c'est parce qu'il y a un terreau favorable. Vous savez, très souvent, pour que le terrorisme puisse s'implanter et grandir et dominer, il faut qu'il y ait tout d'abord, très souvent, une situation sociale qui est vraiment favorable. Dans ce pays, on parle de famine. Dans ce pays, on parle de chômage. Dans ce pays, on parle de jeunes qui sont désaxés, qui ne savent même plus où donner de la tête. Et quand les terroristes viennent, avec leur financement, leur organisation, la première chose qu'ils offrent aux jeunes, c'est vraiment avoir un idéal, avoir quelque part où ils puissent, dans un cycle d'organisation, des bandes des fois qui vendent la drogue, il faut le dire, des bandes qui vendent des armes, qui font dans tout, au moins avoir une certaine pitance et un idéal et penser peut-être à un lendemain meilleur. Dans ces genres de situations, si vous voulez combattre les terroristes, la première chose à faire, c'est d'asseoir vraiment un certain développement, une certaine stabilisation sociale, qu'il y ait un minimum de libre accès, en tout cas facile aux services sociaux de base. Et c'est là où vraiment, c'est bien beau d'avoir une armée, une mission avec des hommes. Mais ce qui est important, si vous voulez vraiment combattre cette situation, pensez à financer le développement. Financer des secteurs qui sont clés. Des secteurs qui permettent à ces jeunes d'avoir quelque chose, d'avoir de l'espoir. Parce que très souvent, quelqu'un le disait, ce qui existe, ce n'est pas un terrorisme, ce n'est pas un radicalisme. On dit que c'est l'islamisation des radicalités. C'est-à-dire que des fois, il y a des situations qui existent, des gens se radicalisent, des gens sont désactés et le terrorisme vient se mettre dessus et l'utilise pour aller de l'avant. Oui, évidemment, donc, il profite en général de l'instabilité. Donc deux choses doivent être alliées pour aider ces genres de pays. L'aspect militaire, c'est bien beau, mais pensez à financer de façon prononcée vraiment le développement de ces financer les jeunes, financer les femmes, aider l'État à se restructurer. Vous êtes d'accord avec lui, mon cher Diakhaté, il faut aller dans ce sens? Absolument, c'est la voie royale. Effectivement, il faudrait effectivement orienter le développement vers la prise en charge des motivations réelles de la jeunesse désœuvrée, comme il l'a dit, faire en sorte qu'effectivement que le terrorisme ne puisse pas avoir
donc des victimes innocentes qui seront embrigadées et faire en sorte effectivement que le développement socio-économique passe par un développement endogène, permettre quand même aux populations, surtout rurales, de pouvoir vivre de leur agriculture et que véritablement il y ait une sécurisation du pays et que les gens véritablement vaquent à leurs occupations sans crainte du lendemain. Revenons à cette élection présidentielle de lundi, hein, le 8 février. Alors, une bonne partie, en tout cas, de l'opposition hausse le ton pour dire non à l'ingérence des institutions internationales. Vous comprenez cette colère? Je peux la comprendre, dans la mesure où effectivement les populations sont exaspérées, parce que quelque part on se demande si véritablement la communauté internationale est dans les dispositions d'aider le pays à redécoller, parce que c'est un pays quand même qui est dans un cycle de guerre interminable. Cela explique effectivement cette exaspération. Bon, maintenant, il ne faudrait pas aussi que les populations de la Somalie puissent tout remettre sur l'extérieur. Il faudrait aussi que les gens puissent faire leur propre introspection et voir véritablement qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau, en tout cas, des liens sociaux, parce qu'il y a beaucoup de groupes, aussi bien armés que de groupes qui sont nés depuis l'aube de l'indépendance de ce pays-là. Parce qu'à l'époque, il faut quand même tout ramener à la colonisation. C'était donc deux États avec une partie italienne et une partie anglaise qui expliquent en fait toute cette confusion. Par la suite, le pays a essayé d'aller de l'avant avec Siad Barre. On a vu ce qu'il est advenu par la suite. Bon, depuis, il y a ce cycle effectivement d'affrontements intercommunautaires, de guerre sans fin. Et aujourd'hui qui a plongé à la Somalie malheureusement dans une situation assez difficile. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à Amadou Dramé, spécialiste en géopolitique sous-régionale, d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Nous remercions également Abdou Karim Diakhaté, journaliste, analyste politique, d'avoir participé au débrief sur Média TV Afrique. Merci Régis. C'est la fin de cette émission. Bon dimanche à vous et surtout n'oubliez pas, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.